Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ce livre est le 67e livre de la. Dirigé par François Soulages et Michel Costantini. Comité scientifique international de lecture. Argentine, Silvia Solas, Univ de la Plata, Alberto Olivieri, Univ. Fédéral de Bahia, Bulgarie, Ivailo Ditchev, Univ de Sofia, Saint-Clément d'Oride, Chili, Rodrigo Zuniga, Univ du Chili, Santiago, Corée du Sud, Jinan Seo, Daeguar University, Séoul, Espagne, Pilar Garcia, Univ. Sévilla, France, Michel Costantini et François Soulages, Univ. Paris 8, Géorgie, Marine Vekwa, Univ de Tbilissi, Grèce, Panayotis Papadimitropoulos, Univ. Ioannina, Japon, Kenji Kitamaya, Univ. Seiro, Tokyo, Hongrie, Aniko Adam, Univ. Pasmani Pete Egietem, Russie, Tamara Gela, Univ. Dorel, Slovaquie, Radovan Goura, Univ. Matej Bel, Banska Bystrica, Taïwan, Stéphanie Tsai, UNV. Centrale de Taïwan, Taipei. Série Retina. 3 François Soulages, dire La ville et les arts. 11 Michel Gironde, dire Les mémoires de la violence. 12 Michel Gironde, dire Méditerranée et exil. Aujourd'hui. 13 Éric Bonnet, dire Le voyage créateur. 14 Éric Bonnet, dire Esthétique de l'écran. Lieu de l'image. 17 Manuela de Barros, Duchamp et Malevich. Art et théorie du langage. 18 Bernard Lamizet, L'œil qui lit. Introduction à la sémiotique de l'image. 30 François Soulages et Pascal Bonafou, dire Portrait anonyme. 31 Julien Verhaeghe, Art et flux. Une esthétique du contemporain. 35 Pascal Martin et François Soulages, dire Les frontières du flou. 36 Pascal Martin et François Soulages, dire Les frontières du flou au cinéma. 37 Gésim Kendro, Le surréalisme socialiste. L'autopsie de l'utopie. 38 Nathalie Raymond à propos de quelques peintures et d'une sculpture. 39 Guy Le Serre, Le coloris comme expérience poétique. 40 Marie-Luce Liberge, Images et violences de l'histoire. 41 Pascal Bonafou, Autoportrait. Or tout paraît. 42 Kenji Kitayama, L'art, excès et frontières. 43 François Spie, dire Du maniérisme à l'art postmoderne. 44 Bernard Névin, Roy Lichtenstein, De la tête moderne au profil Facebook. 48 Marc Vera, La société immatérielle. De l'information comme matériau artistique, 1. 49 Dominique Château, Théorie de la fiction. Monde possible et logique narrative. 51 Patrick Nardin, Effacer, défaire, dérégler, entre peinture, vidéo, cinéma. 55 François Spie, dire Métamorphose allemande et avant-garde au XXe siècle. 56 François Soulages et Sandrine Lecor, dire Les frontières des écrans. 57 Agathe Lichtenstein, Le selfie aux frontières de l'égo-portrait. 58 François Soulages et Alejandro Herbeta, dire Frontières et migration, aller-retour géo-artistique et géopolitique. 60 François Soulages et Aniko Adam, dire Les frontières des rêves. 61 Monsieur Rin et N. Narvaez Bruno, dire L'Afrique en images. Représentation, idée reçue de la crise. 62 Michel Godefroy, Chirurgie esthétique et frontières de l'identité. 63 Thierry Tremblay, Frontières du sujet. Une esthétique du déclin. 64 Stéphane Kalakarim, Les frontières du corps et de l'espace. La métaphysique de Newton. 65 Marc Vera, Nevermind, De l'information comme matériau artistique, 2. 66 Vladimir Mitz, La transgression des frontières du corps. La chirurgie esthétique. 67 Bernard Salignon, Frontières du réel. Ou l'espace-espace. Suite des livres publiés dans la collection Eidos à la fin du livre. Publié avec le concours de Recherche esthétique et théorétique sur les images nouvelles et anciennes. Préambule. Là où l'espace-espace est pour nous l'autre nom de frontière qui, je l'espère, ne sera ni lu ni entendu dans une dimension géopolitique, mais dans son rythme, dans son battement poétique. C'est là où la source des vents passant entre les choses et les êtres décide de séparer ce qui ne serait que masse compacte, que magma, et ainsi nous permettre en même temps de voir les objets et le fond dont ils font monde. C'est là où l'homme, cet être perdu,
se tient face à ce qui le traverse, il est équivalent à l'appel du bord où se noue la présence au là, insituable géométriquement. C'est là où la notion de frontière se disperse et joint le bas et le haut, le proche et le lointain, le même et l'autre. Cela côtoie le là-bas dans un devenir autre infiniment. C'est dans les prolongements de cette entrée que nous avançons notre propos. Il y sera question dans le déval des endroits d'une déclinaison du où. Y répondre serait un mépris, ne pas poser la question une indécence. Ou alors, me tenant comme je suis, un pied dans un pays et l'autre dans un autre, je trouve ma condition très heureuse en ce qu'elle est libre. Descartes. L'effacement des frontières. Quel est l'être de l'avoir été? Cette question pourrait se reformuler ainsi. L'abîme reçoit-il, accueille-t-il, recueille-t-il l'avoir été comme un être sans consistance? Quelle différence passe entre l'avoir été et la vérité de la présence du sujet à l'avoir? Avoir peur, avoir envie, avoir froid. Où va, où tombe ce qui dans l'avoir été quitte la présence? Comment l'histoire s'arrange-t-elle avec ce qui a eu lieu, avec le passé, avec l'idée qu'elle va le retrouver comme ce qui n'est pas complètement, entièrement passé? L'histoire travaille sur les résidus du passé, même s'il est toujours nécessaire qu'elle regarde au présent le passé. Qu'est-ce que la vérité historique, sinon la rencontre entre le passé dépassé et le présent, et principalement entre ce qui reste du passé substitué et donc appréhendé par une trace écrite, peinte et archivée comme telle? Comment l'histoire appréhende-t-elle le temps vécu en tant qu'ouverture permanente au futur, au devenir, aux ouvertures, aux failles et aux discontinuités et aux ruptures vivantes sinon en pure perte? Ce qui n'est pas en soi grave, mais ce qui oblige l'histoire à poser son rapport insu à cet oubli oublieux de lui-même. L'histoire comme témoin aveugle pose une question, peut-être toujours la même mais sous une forme différente et donc différée. Comment comprendre et analyser un fait, un événement, une action, un écrit si on leur ampute les articulations qui les lient aux formes correctives du temps à venir, qui les lient aussi à ses modes de présence futurisés et de ses attaches à l'idée de conséquence? L'histoire raconte la vie archivée en la retirant du vécu qui la fonde, elle met en jeu ce qui reste de ses vécus déposés dans un récit, comme un réceptacle qui laisserait échapper ses intentions, ses désirs, ses équivoques, ses impensés. Dans le passé rien ne peut plus arriver, rien ne peut plus se passer sinon le passé comme gommage des bifurcations, des surprises, des déprises. Il ne peut rien se passer, c'est la paradoxale définition du passé et de l'histoire qui l'envisage, le dévisage, l'arrête. Nietzsche écrit. La manière historique est devenue à ce point habituelle à notre époque que le corps vivant de la langue est sacrifié à ses études anatomiques. Mais la culture commence justement lorsqu'on s'entend à traiter le vivant comme le vivant. L'homme qui est incapable de s'asseoir au seuil de l'instant en oubliant les événements passés, celui qui ne peut pas sans vertige et sans peur se dresser un instant debout comme une victoire, ne saura jamais ce qu'est un bonheur. Il existe un rapport lointain entre la vérité, le mi-dire de Lacan et l'énonciation chez Aristote. Chez ce dernier, elle est définie comme étant un énoncé sur quelque chose comme l'affirmation, elle est toujours soit vraie, soit fausse. Cette analyse est différente pour la pensée elle-même en tant qu'elle se formule. Elle est toujours vraie en ceci qu'elle dit l'être de la pensée et qu'elle n'a pas d'autre objet qu'elle-même. Penser, c'est à chaque fois proposer une certaine vérité qui n'est peut-être rien d'autre qu'une tautologie. Je pense ce que je pense comme étant ce que j'ai à énoncer pour le penser. En amont il n'y a rien, et ce rien, même s'il est la condition, n'apparaît pas dans l'énoncé, hors propos que je suis en train de tenir. Un fond se dérobe nécessairement, jusqu'au moment où un énoncé vient à s'en détacher. Mais comment se détacher de ce qui originairement n'a ni consistance, ni forme, ni matière, sinon en lui substituant une représentation vide? Questionnons ce que peut signifier une représentation vide. Elle n'est en aucun cas l'image du vide ou du néant, mais plutôt à la fois abolition et sa puissance contenue en elle. Il n'est pas impossible de déplacer et replacer notre propos, en abordant les dérives que suggère le résouvenir, ce qui revient des dessous. Les deux figures qui portent un aspect de ce concept sont le sillon du laboureur et la peinture de Malevich, carré blanc sur fond blanc, ce lieu où la disparition est abolition sans objet et sans sujet. Persistera comme pointant le retournement, car il n'est pas possible que la disparition disparaisse. Penser,
Est-ce que l'acte qui consiste à penser, nous l'avons vu, pense quelque chose sur quelque chose ou bien pense à partir d'une flexion qui part et repart de la pensée pensante? Penser ce que penser veut dire, car c'est peut-être quand la pensée se vide de tout rapport à l'objet qu'elle se prend elle-même en diverses réflexions vides. C'est là qu'elle s'invente et se donne à elle-même sa propre donation. Si l'absence d'objet rend au sujet toute sa force, elle lui ôte également toute sa forme, cette absence sublime parce qu'elle décide de ce qui joint la destruction à la source de la puissance en art. Art est pris ici comme articulation du sensible dont l'œuvre est à la fois la provenance et son advenance. Penser requiert un au-delà des objets, un en-deçà aussi car penser n'est ni expliquer, ni connaître, ni prédire, c'est tisser avec des concepts ce qui ouvre à la compréhension de ce dont il s'agit à propos de cette compréhension d'elle-même. C'est dans cette voie que le concept rejoindrait l'art, à condition bien sûr de ne pas redoubler l'art avec le conceptuel. C'est la bêtise de rhétoriciens contemporains de croire que le concept est un attribut qui viendrait donner à la forme un contenu déterminé, lisible, orienté. Ce contenu, en fait, n'est jamais rapporté à quelque chose qui lui serait préexistant. Il n'arrive pas du dehors ni d'ailleurs, mais il est ce dehors et cet ailleurs que la forme prend pour advenir. Cette forme achevée n'est dissociable qu'après coup, que lorsque le regard décompose ce qui originairement ne fait qu'un multiple. Ce regard force le réel à dissoudre l'énigme qui le constitue. Cette croyance que le composé se décompose, ne repose en définitive que sur notre incapacité à saisir dans le multiple l'unité impossible qui est au fond la nôtre. Mais nous avons toujours perdu cette unité, elle ne fait retour qu'en figure nostalgique d'un Dieu disparu. Je suis qui je suis, se prendre pour Dieu c'est aussi dire rapidement que Dieu c'est nous. Alors le cercle en se refermant laissera échapper cette finitude inquiète, la nôtre en partance vers la fin, la mort, l'irrésurrection. C'est à ce point de retournement catégorique que toute croyance vient buter sur son autre même, l'incroyance. C'est là et peut-être uniquement là que le destin nous destine, là où l'unité du sujet se retrouve intacte ou bien annihilée pour toujours, sans retour, sans suite et sans fin. Parce que dans le mauvais infini le mauvais n'est pas chez lui, il y perd corps et bien et devient la proie de Thanatos. Le sujet humain très tôt dans sa vie peut avoir à rencontrer ce mauvais infini. Il répond subjectivement en s'enfermant dans son corps comme certains autistes qui refusent tout contact, tout échange, tout rapport avec les autres et avec la communauté. Ce qui ne veut pas signifier que l'être dont il est question et le là qui lui adonne temps et espace, participe d'une autre. Cette imparticipation réclame de notre part une analyse des conduites et des attitudes des enfants autistes, qui s'enferment derrière une frontière parfois infranchissable. Frontière sans limite. Nous proposons de travailler sur la brèche ouverte par la fonction inaugurale, dans la différence de ce qui fait frontière. Mais tout d'abord, réfléchissons sur la nature de la première différence qui est toujours un mode d'articulation d'un différé originaire. Notre hypothèse sera que l'origine est toujours différence en elle-même, d'elle-même. C'est en cela qu'elle est principalement passage, traversée, trouée en chemin, transport. Il nous faudrait au préalable réfléchir sur cette frontière que proposent implicitement ou explicitement les prises de vue dans le rapport à des perçus d'arrière-plan, des entreperceptions. Ces visions qui portent la vision précise et imprécise, sans être visées. Il faudrait pouvoir faire advenir ce qui fait l'arrière-monde du perçu, du vu, de l'appréhendé, du senti et ceci d'une façon qui ne soit pas uniquement sensible dans son immédiateté. L'arrière est en arrière seulement parce qu'il est loin de moi. Alors comment laisser cet arrière-monde dans la frontière poreuse qu'il entretient avec le sujet percevant entre passivité et possibilité? Est-ce qu'un objet avec comme qualificatif le visible, par exemple le bleu de la table, est appréhendé, compris et connu comme tel quand je le vois d'une façon qui immédiatement le saisit à la frontière, au croisement de deux séries quasi infinies dont il serait un mode de réalité, ou bien est-ce que tout objet visible est une négation de ces deux séries dont il serait le point central? La deuxième réponse à laquelle nous adhérons énonce que le fini naît dans une négation qui le détermine. C'est ce que nous appelons l'appréhension de l'objet en tant qu'objet. Cette négation en acte dont le langage tire et obtient sa valeur signifiante par sa reprise subjective, elle nous aide à comprendre comme dans la psychose cette opération ne se fait pas ainsi. Elle a nécessairement besoin d'un opérateur, Lacan le nomme après Freud, le nom du père. Voici pourquoi.
La psychanalyse détermine la fonction du nom du Père comme cet opérateur qui dépasse, outrepasse et surpasse le Père réel et désigne au-delà des frontières de notre expérience subjective le Père mort, inconnu, oublié et perdu dans un temps immémoriel. Revenons à la prise en compte de l'objet et son intuition par un sujet. Pour certains enfants autistes, la relation avec les objets du monde entretient un mode de rapport qui laisse présupposer que pour lui, la donation originaire comme limite de la frontière moi-non-moi n'a pas été abordée avec les mêmes potentialités que les autres. Si la phénoménologie donne le donné comme soustrait aux conditions de possibilité, elle trouve sa frontière au moment où nous voulons expliquer la genèse ontologique subjective des défaillances dans les psychoses. Même si pour le phénoménologue, il n'y a pas de Phantom-Leib au registre de l'interfacticité transcendantale, parce qu'en termes husserliens ce registre en lui-même est entièrement positionnel, il est en deçà ou au-delà de la distinction de l'être et le non-être, comme dit Richir. Une question de fond s'impose. Pourquoi lier la compréhension du monde donné à la fonction du nom du Père ? Nous y répondrons par la suite. Il nous faut cependant déjà dire que pas plus que je ne peux trouver de cause à mon existence, pas plus je ne peux trouver de cause au monde donné. Cette acceptation que la cause est au-delà des frontières du raisonnable, nous semble déterminante pour toute subjectivité. Dans ces deux moments co-occurrents, il apparaît que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.